Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pod Conseil. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré le 14 juin en live à Grange-Vernay lors de la journée technique, grande culture et herbage. Bonne écoute. L'agriculture de conservation, tout le monde en a entendu parler. L'agriculture biologique de conservation, tout le monde commence à en entendre parler, et même si elle n'est pas clairement définie, on peut vite comprendre ses objectifs sur la base des 3 piliers de l'agriculture de conservation. Cependant, concernant la gestion des adventices et des couverts, en agriculture, elle repose la plupart du temps sur les interventions mécaniques, et en agriculture de conservation, sur l'utilisation d'herbicides. Alors, moins d'herbicides, moins de travail du sol, n'y a-t-il pas une convergence des luttes possible ? AC versus ABC, il y en a assez. Dans cet épisode, il sera question de ces deux formes d'agriculture qui mettent le sol au centre des priorités. Et pour en parler, je suis accompagné de Jean-Daniel. Jean-Daniel, bonjour. Bonjour. Jean-Yves Billot, bonjour. Bonjour. Jean-Yves, est-ce que tu pourrais te présenter ton exploitation rapidement, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc j'ai une exploitation de grande culture, polyculture, élevage avec des vaches mères, une quinzaine. J'ai une rotation sur 6 ans avec betteraves, pommes de terre, orge, blé, épeautre, du trèfle semence aussi. Et puis je crois que c'est tout. D'accord. Et puis ça fait 12 ans que tu es en agriculture de conservation. Exactement, depuis 12 ans. Ouais. Et je suis également accompagné par Christian Streit. Christian, bonjour. Bonjour. Est-ce que, même question, est-ce que tu pourrais te présenter ton exploitation rapidement ? Donc Christian Streit, agriculteur à Aubonne, sur la côte. Exploitation à 425 mètres, ce qui nous permet aussi de faire un peu des cultures un peu plus spéciales, comme le soja. Donc on a ça sur l'exploitation, des tournesols, colza, betterave, blé, panifiol, bien sûr, maïs grain. Je crois que j'ai aussi fait le tour, comme j'arrive avant. Exploitation donc bio depuis 2017. Donc 5 ans de recul en agriculture de conservation bio. Et avant ça, depuis 2007, pratiquement tout en semi-direct. Quand je dis pratiquement tout, on avait toujours une certaine surface en betterave qu'on faisait en semi-sous-litière. Et puis avant cela, depuis une vingtaine d'années, on en laboure. D'accord, donc ça fait un sacré recul d'expérience en tout cas. Puis ce serait intéressant aussi de voir le passage de la conservation à la biologique de conservation. J'ai une première question pour vous deux qui me vient en tête, c'est d'où ça vous est venu, cette passion pour le sol ? Pourquoi vous êtes intéressé à la conservation du sol ? Jean-Yves, peut-être un petit mot là-dessus ? Un peu par hasard, j'ai toujours bien aimé ce qui est lié au sol. À la vie du sol en règle générale. Et puis, moi j'avais une problématique de soucis de sol, d'érosion, de baisse de rendement. Et puis je me suis quand même pas mal posé la question. Puis après, je suis tombé un petit peu sur le semoir que j'ai. Donc c'est un semoir Adon et Chisson. Et puis ça m'a fait réfléchir sur le système. Après, je me suis pas mal informé. Et puis notamment, j'ai regardé des vidéos, aussi les bourguignons comme ça. Et puis ça m'a titillé. Et puis du jour au lendemain, je suis parti comme ça en agriculture de Donc il y a eu un vrai conservation. déclic, à un moment où tu t'es dit stop, j'arrête de... Du jour au lendemain, je me suis dit je démarre. Et puis mon objectif, c'était d'être à 100% couvert ou le plus possible. Donc au moins 360 jours par année avec des plantes vivantes ou éventuellement mortes pendant la saison hivernale. Ouais. Et Christian, toi, c'est venu comment cette question du non-travail du sol ou tu s'intéressais à ça en tout cas ? Ouais, comme vous avez vu, on a une historique un peu plus longue, mais là, petit hommage à mon papa, c'est lui qui a vendu la charrue à l'époque. Ouais. Il a pu le faire en achetant une herse rotative avec un semoir à disque, ce qui a permis de commencer à semer dans les résidus végétaux, semer dans le bordel, comme on disait à l'époque. Et puis lui, sa passion est venue par des amis qui côtoyaient, au fait, qui étaient dans la pédologie ou qui sont venus une fois sur l'exploitation faire un profil. Et puis c'est la première fois qu'on s'est vraiment un petit peu mis à genoux au fond d'un trou et puis qu'on a compris ce qui se passait. Et puis quand on nous disait toujours que le sol était là pour produire en surface pour un certain nombre de vaches, comme on disait à l'époque, il y avait à peu près autant de kilos d'éléments vivants sous terre auxquels il fallait donner à manger pour que ça tourne. Donc ça te vient un peu de ton papa, puis après derrière tu as continué là-dedans. Ouais, donc c'est parti, comme souvent, ces changements, c'est parti sur un investissement de machines que mon papa a pu faire. Moi, j'en ai profité derrière pour, à mon tour, investir dans un semoir de semi-direct. Et puis les premiers essais aussi de couverts, je les ai faits avec Jean-Daniel. C'était justement hors de grandeur 2007.
Hein, c'est en 2007. C'est juste, ouais. Ouais, on a fait les premiers essais de couverts végétaux, divers couverts semés sur la batteuse. Donc, itinéraire sans mettre de l'énergie pour les semer, avec des magnifiques résultats et des sols qui ont bien suivi et sont vraiment devenus vivants comme on les voulait. Et puis aussi avec les premières découvertes, hein, parce qu'on disait les couverts, on les met surtout pour les sols, mais on s'est aussi rendu compte que c'était efficace contre les adventices, parce qu'une fois, il a oublié de renclencher le semoir en semant, donc on a vu qu'il y avait une grosse différence entre l'endroit qui était semé, il y avait tous les essais couverts, puis l'endroit qu'on avait laissé au témoin involontaire. Et c'était très beau. C'était une période un peu charnière où on essayait de semer comme couvert des phacélis, mais le plus tard possible pour pas qu'elles amènent trop de résidus. Ça coûtait pas cher. Et puis on est rapidement arrivé aux assemblages d'espèces avec des couverts qui mesuraient entre 1,70 m et puis 2 mètres. Ouais, c'est déjà pas mal. Janda, d'ailleurs, je vais te poser une question parce que depuis le début, on parle d'agriculture de conservation, mais sans vraiment la définir. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est, brièvement, d'où ça vient et c'est quoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'il y a cette histoire des 3 piliers de l'agriculture de conservation? Alors exactement, l'agriculture de conservation, ça a été repris par des grandes institutions comme la FAO, entre autres. Et elle est définie aujourd'hui, elle est basée sur 3 piliers, qui est la non-perturbation du sol, donc le travail vraiment minimum du sol, le moins possible, moins on touche le sol, mieux il se porte. Et aussi une diversité de rotation, donc c'est le 2e pilier, c'est la rotation et une biodiversité au niveau plante. Et le 3e pilier, ensuite la couverture permanente, c'est un maximum de matière organique. Donc c'est obtenu soit par des restitutions de matière organique d'origine indigène, donc indigène interne à l'exploitation ou externe, ou alors comme on a moins en moins d'exploitation de bétail, c'est avec des couverts qui sont là pas seulement pour lutter contre les adventices, mais vraiment pour couvrir le sol et produire de la biomasse. Donc ce métaux est laissé le plus longtemps en place. Donc on a ces 3 piliers. J'ai envie de vous poser la question qui vient naturellement. C'est-à-dire, Jean-Yves, aujourd'hui, toi, tu as abandonné tout travail du sol, tu en gardes un peu. Est-ce que ça suffit juste de ne pas travailler le sol ou pas? Qu'est-ce que tu as observé pendant ces 12 années de pratique? Alors quand même une belle évolution avec un humus qui est stocké dans le sol, qui est plus qu'espéré. Et puis autrement, oui, alors je travaille encore le sol pour les pommes de terre. Les 5 premières années, je me suis dit, je peux de toute façon pas me passer la charrue pour les pommes de terre, donc je l'ai fait comme ça. Et puis après, au bout de 5 ans, j'ai vu que ça allait très bien en passant juste une fois les dons dans un couvert vivant de pois. Et puis c'est vrai que je trouve le résultat super. Et puis la vie du sol se refait très rapidement, même que j'ai une intervention en guillemets négative sur le sol. Donc toi, tu observes souvent tes sols, tu vas souvent regarder, faire des slack tests, ce genre de choses, aller observer la stabilité structurale. Souvent, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien suivre. Et là-dessus, au fil de ces observations, tu as vu l'évolution? Oui, il y a une évolution. Ça, c'est assez évident. Après, c'est toujours aussi une question de vision et de détail. Hein, donc, oui, c'est sûr. Et toi, Christian, du coup, cette notion de non-travail du sol, tu es en agriculture biologique, elle pose souci ou pas? Parce qu'on n'a pas d'herbicides, on ne peut pas lutter contre les adventices hors des herbages mécaniques, où il y a des leviers comme, par exemple, Jean-Daniel l'a dit, sur la mise en place de couverts, la biomasse qui vient étouffer. Comment tu as appréhendé ces 3 piliers? Ouais, alors j'aimerais juste rappeler qu'au fait, j'ai le plaisir d'être là avec Jean-Yves. Avec Jean-Yves, ça fait plus de 15 ans qu'on se côtoie dans les formations aussi au sein de Suisse Nautile. Donc on a l'historique, on a le même. Simplement, justement, il y a 5 ans, moi finalement, j'ai décidé de faire l'impasse sur les herbicides, sur les produits phyto. Ce qui a été possible aussi, premièrement, avec une aide à la reconversion cantonale à l'époque, on touchait à la surface, ce qui nous a permis, entre collègues, en se groupant, d'acheter des machines performantes, de nouvelles machines qui étaient, les marchands de machines sentent bien quand à quelque part il y a un petit filon, donc qui commençait à apparaître, qui était cher, qui n'était pas encore au point. Et puis, mis à part qu'on a passé justement par vider le porte-monnaie, on a pu le faire en utilisant des scalpers. Je dois dire qu'après plus de 30 ans en labour, et puis 10 à 12 ans de semi-direct, je ne voyais pas racheter une charrue pour retourner le système qu'on avait fait. Tu t'es dit stop? Et puis une charrue, j'aurais dû la racheter aussi, donc on était parti sur un autre système. On y croit, donc actuellement on est toujours en labour, on met en place avec les collègues Offer et Uber
Bernay, des cultures en semi-direct, Ouais. même avec relativement pas mal de succès. Ouais, donc vous Mais avez créé on un est au petit début, collectif d'agriculteurs qui bossent sur ce sujet-là du côté de la côte, c'est ça? Voilà. La première approche a été de scalper, donc on essaye de travailler les 3 premiers centimètres du sol, de rester à ce niveau-là, de laisser les résidus végétaux à la surface, mais en bio c'est toujours le problème avec quoi on vient derrière, avec si vous n'êtes qu'une sarcleuse conventionnelle, vous faites râteau, vous tirez tout ça un tas, donc on a fait des modifications de machines qui ont attisé aussi la curiosité des fabricants. Alors là, on essaye toujours de rester un petit peu dans l'ombre. R7rie, vous voyez aussi une R7rie normale. Vous faites râteau, donc vous prenez une R7rie rotative du fait que vous ne voulez pas labourer. Donc vous remettez aussi des sous, hein, vous doublez aussi l'investissement à ce niveau-là. Mais on travaillait en équipe, on s'est structuré aussi sous forme de GIREP, donc de groupe indépendant de recherche expertise bio, avec pour but de trouver des fonds aussi, pour nous aider d'aller de l'avant plus rapidement. On a réussi à monter un système intéressant où on travaille les architectures culturales et puis la mécanisation. Ouais, mais on sent bien qu'il y a un défi au niveau de la mécanisation. Janda, toi, au cours de tes longues expériences de carrière, de tes longues années ici, est-ce que tu as vu des évolutions au niveau des machines en fait? Est-ce que c'est un vrai défi aujourd'hui d'adapter les machines à un travail du sol léger en surface? Alors, un travail léger aux surfaces, oui, ça reste comme c'était pas existant. On avait des machines qui travaillaient ou profond ou très, très superficiellement. Mais en fait, en agriculture de conservation, on voulait surtout des machines qui travaillent pratiquement pas le sol. C'est vrai que l'aspect mécanisation, ça joue un rôle. Donc, c'est aussi quelque chose qui fait se poser des questions aux agriculteurs. Mais Jean-Yves a aussi mentionné un outil qui coûte pas cher, mais qui est très, très utile aussi quand on fait ce type de démarche, chez la bêche. Donc ça, c'est le premier outil, le premier investissement qu'on devrait faire avant même de penser à acheter un semoir, c'est de penser à la bêche et puis de regarder un petit peu ce qui se passe sous le sol, parce qu'indépendamment du type de travail du sol, c'est important de vérifier ce qu'on met en place. Après, le passage au semi-direct, ça a été rendu possible, en tout cas au niveau européen, avec les inventions, c'est les semoirs à disque en fait, qui permettaient de travailler très superficiellement et pas sortir les cailloux. Et puis, on a eu une évolution par rapport au type de matériel ces 10-15 dernières années. Mais la différence, le passage, ce qui a permis au bio de s'intéresser à cette technique, c'est des nouvelles gammes d'outils qui permettent de travailler très, très superficiellement. Et ça, c'est relativement nouveau. Ça existe depuis, on va dire, maximum une dizaine d'années, quoi. Ouais. Jean-Yves, j'ai juste envie de rebondir sur ce qu'a dit Jean-Daniel. Est-ce que la bêche, comme tu fais pas mal d'observations du sol, est-ce que c'est un vrai outil de décision ou pas? Oui, je pense que c'est un outil qui est très intéressant, et surtout dans des années compliquées comme on a eu l'année passée. Et parfois, il faut bien observer le sol et puis prendre des mesures appropriées. Parce que l'année dernière, il y a eu des moissons tardives, souvent dans des mauvaises conditions, et il y a eu des tassements, et ça, tu observes, et après, derrière, en fonction de ça, tu te dis, ok, j'y vais pas, en fonction de ce que tu veux. Oui. Et là, on parlait de machinisme plus sur le travail du sol. Toi, tu as accès à un autre outil qui sont les herbicides. Est-ce qu'il y a des limites aux herbicides qu'on voit apparaître de plus en plus? Évidemment, tout système a ses limites, surtout autant dans la chimie que dans la culture biologique, il y a à chaque fois des limites. Et puis chaque adventiste va essayer de contourner ce qu'on fait. Ouais. Donc ça nous demande d'être très, très inventif et trouver des systèmes qui sont le plus résilients possible. Sur l'agriculture biologique par exemple associer, par exemple peut-être essayer de faire des impasses, ou des fois ça nécessite de mettre plus pour pouvoir réduire plus tard. Et puis ça c'est aussi important à savoir, et puis c'est là où des fois on est en contradiction avec la politique. Mais par exemple, typiquement le régras, on voit des résistances au glyphosate dans certains endroits. Oui. Ça commence à arriver, quoi. Oui, absolument. C'est des soucis qu'on n'avait pas ou qu'on voit pas forcément quand on est en travail du sol, mais c'est des soucis qui vont à mon avis qui vont augmenter, qui vont nous dans un sens qui nous gêne, et puis de l'autre ça nous pousse à trouver des alternatives puis d'autres solutions. Et du coup, Christian, parce que là on est en train de parler finalement des freins à toutes ces pratiques, est-ce que toi tu as des observations sur est-ce qu'il y a des choses qui restent compliquées à faire dans ces systèmes? Alors, dans un système bio, spécialement dans la bourre, c'est compliqué, ouais.
Juste pour dire que les premières résistances au glyphosate sont apparues à Aubonne dans des cultures pérennes, ce qui nous a aussi donné un bon coup aux fesses pour partir en bio à l'époque. Je vois de plus en plus les champs de céréales qui ont été traités sulfonylurés avec des graminées plus haut dans les cultures. Donc c'était aussi une des raisons pourquoi on est parti en bio à l'époque, parce qu'à mon avis, on va droit dans le mur tant que l'agrochimie se coupe un peu. Et puis juste au lieu d'encaisser les redevances avec les vieilles molécules que vous utilisez encore, il pourrait investir un petit peu plus dans la recherche, à mon avis, puis moins distribuer les dividendes. Mais là, on part un peu sur du politique, mais juste que vous compreniez un petit peu nos réflexions à l'époque. Sans herbicides, c'est plus compliqué, mais on voulait s'en passer. On a vite appris à connaître les premières mauvaises herbes à problème. Ça prend quand même un peu de temps pour apprendre à les gérer. On a eu des succès, on a eu des changements de stratégie en cours de route. Juste pour vous dire qu'un blé, à un certain moment, s'il est envahi par le rais gras, alors chez nous, c'est pas trop compliqué, on l'incile puis on met un maïs derrière, comme ça on a réglé le problème. Ça nous permet de relutter une fois contre le rais gras à un certain moment, c'est-à-dire au printemps, plutôt que systématiquement en été, où il peut germer après en automne. On nous dit aussi qu'il faudrait retarder les semis de céréales en automne pour être post-levée, post-germination des graminées, mais on se retrouve après avec des problèmes de levée ou de climat. Donc les théories jouent toujours pas toujours avec la pratique. On adapte finalement la pratique à la région où on est avec les connaissances qu'on a pu acquérir durant notre carrière. Et puis on s'en sort pas mal bien, si ce n'est que de temps en temps on fait des modifications de rotation, puisqu'on a un problème certain de mauvaises herbes dans un champ qu'on peut régler par une autre culture. Ouais, d'ailleurs tu parlais des adventices à problème. Moi, quand on entend agriculture biologique, on pense tout de suite un peu à vivaces. Aujourd'hui, comment on peut lutter contre des vivaces sans travailler du sol? Est-ce que c'est un des défis ou pas? Ouais, non, je dirais, dans le cas de l'exploitation à Aubonne, on a un problème que tout le monde connaît, c'est le chardon. Malgré qu'on l'ait traité des dizaines et des dizaines d'années, vous arrêtez de traiter une année, c'est bon, vous savez où sont vos ronds. Là, pas grande possibilité de lutter contre, si ce n'est par des plantes que vous pouvez cercler, ou mise en place de luzernières, donc de luzerne qu'on laissera 2-3 ans, qui permettent vraiment d'aller déranger les chardons dans la zone des racines, et en plus avec une coupe régulière les affaiblir. Donc là vous repartez relativement on a fait des bonnes expériences relativement propres pour 3 ans derrière. Ensuite on a les problèmes gaillets. Le gaillet on l'a plus ou moins réglé avec la hercéterie rotative. Une hercéterie standard, dans une céréale vous les tirez, vous faites râteau, vous faites des tas. Et puis la hercéterie rotative, passée au bon moment, ça veut dire quand le gaillet a au moins 15 cm, il s'enroule autour et puis il est arraché. D'accord. Donc là, on a fait des comptages entre 85 et 88% d'efficacité sur des gaillets présents. Voilà, au fait, de nouveau, c'est un investissement qui est rentable à ce niveau-là. Ouais. Et puis autrement, beaucoup de problèmes plus avec les chénopodes, l'élevés par la chaleur au printemps, qui peuvent vous mettre en péril à une culture si vous n'avez pas fait des sous-semis. Des travaux, des sous-semis ou des travaux juste avant les semis. Ouais. D'accord. Et du coup, quand on parle de travail de sol, on pense surtout au labour versus non-labour. Est-ce que aujourd'hui, Jean-Daniel, le labour, ça veut dire quelque chose, être contre le labour ou pas? Est-ce que tous les labours se valent? Est-ce qu'il existe plusieurs formes de labour? Où est-ce qu'on en est? Alors effectivement, il existe plusieurs formes de labour. Il y a le labour qu'on dit agronomique, c'est-à-dire très superficiel, où on ne met pas la roue dans la raie de charrue, puis qu'on reste en surface. Donc ça, c'est évidemment différent d'un labour profond, où on met toute la matière organique au fond. Mais le labour, en soi, reste une intervention lourde sur le sol. Donc c'est quand même beaucoup plus conséquent que tout travail du sol, même à mi-profondeur, avec un outil à dents plus ou moins large. Donc c'est quand même à pratiquer le moins possible dans une optique d'agriculture de conservation. D'ailleurs, je pense qu'on avait fait un peu la transition déjà, autant Christian que Jean-Yves avait dit que on parle toujours d'agriculture de conservation ou de ce type d'agriculture en prenant l'approche machinisme. On a beaucoup parlé de travail du sol, on a parlé des différents types d'outils, mais assez rapidement, vous avez passé aussi à l'aspect rotation.
conservation. Donc l'aspect changement de culture. Tout d'un coup, on a un accident, ben, on change la culture, on essaye de prendre ça sous un autre angle, que ce soit pour la lutte contre les vivaces, que ce soit pour les implantations, que ce soit pour les destructions des cultures précédentes. On va de plus en plus utiliser cet aspect rotation. Et d'ailleurs aussi, ça introduit aussi une autre notion qui est absolument fondamentale dans ce type d'agriculture, c'est l'aspect anticipation. On est obligé d'énormément anticiper. Hein, avec une charrue, vous réglez tout à la fin de la saison, vous remettez tout à plat. Là, c'est pas possible. Donc, il faut penser une culture à l'avance, voire 2 ans à l'avance, des fois même 3 ans à l'avance. Si on commence à mettre des sous-semis, on va penser en mettant en place une culture, ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans. Comment on va détruire le couvert, tout ça. Exactement. Voilà. Comment est-ce qu'on va montrer, quelle sera la culture d'après, etc. Donc, ça implique une réflexion à beaucoup plus long terme. Et ça, c'est déjà important dans l'agriculture de conservation classique, et ça devient encore plus important dans l'agriculture de conservation bio. Parce que des fois, on a tendance à dire que est-ce que le travail du sol va compenser un problème au niveau de la rotation? En fait, c'est ça. C'est que quand on établit une bonne rotation, il y a plein de problèmes agronomiques qu'on pourrait régler en amont. Exactement, qu'on peut régler en amont ou qu'on va régler de la bonne succession de cultures. Donc c'est important de bien planifier, de changer certains paramètres, aussi de l'étoffer, parce que souvent on a les problèmes d'agriculture, de conservation sur des systèmes où on a 3 cultures, on a du blé, de l'orge et puis du colza. C'est clair qu'on va droit dans le mur, on aura des problèmes d'adventice. C'est important d'avoir des rotations au minimum 5 ans, 6 ans, voire d'avoir de la prairie comme c'est chez les agriculteurs bio. Déjà aussi pour contrer l'arrivée des certaines adventices, entre autres les graminées ou les cultures pérennes comme le chardon. Jean-Yves, quand tu as eu ce déclic pour passer à l'agriculture de conservation, est-ce que tu as dû repenser aussi ta rotation? Oui, bien sûr. Tu as dû repenser tout le système? Oui. J'arrive plus à me souvenir exactement tous les changements que j'ai opérés, mais c'est vrai qu'on démarre toujours en année 1 et puis c'est toujours l'année compliquée parce qu'on démarre avec les cultures qu'on a en place et puis avec notre système de fonctionnement qui est un peu de notre tête, et puis du coup il faut la faire évoluer. Donc les premières années c'est toujours plus compliqué. Il y a plein de choses qui font que c'est plus compliqué, mais une des choses qui est compliquée, c'est justement l'enchaînement des cultures. Et aussi la problématique azote, se faire la main avec le système, etc. Oui, et puis surtout que j'imagine que tu as des contraintes d'exploitation économique qui font que tu ne peux pas non plus faire ce que tu veux avec ta rotation. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis on ne connaît pas forcément les cultures qui réagissent bien, qui réagissent mal, avec des variétés aussi ou des cultures qui réagissent plus ou moins bien au semi-direct. Et puis ça, c'est des choses à découvrir. Et puis du coup, il faut tout découvrir en même temps. Et puis ça, c'est vite compliqué. Et puis c'est pour ça qu'on a aussi besoin des autres et puis besoin de cette biodiversité humaine, j'ai envie de dire. Et puis de pouvoir échanger. Et puis c'est pour ça que je salue encore Christian aussi, d'avoir des gens comme lui où on peut échanger, où on peut discuter. C'est vraiment hyper important. Oui, c'est important. D'ailleurs, on a créé un groupe d'intérêt qui mêle justement l'agriculture biologique de conservation et l'agriculture de bioconservation, où tout le monde est bienvenu pour discuter de ces questions. Christian, j'ai une question aussi au niveau de la rotation. Quand tu es passé dans l'agriculture bio, tu as dû réinventer une rotation ou tu as gardé la même qu'avant? Non, on a assez vite changé de rotation. Pourquoi? La question elle est assez simple, parce que la demande en culture bio n'était pas la même que ce que traditionnellement on faisait. On a aussi commencé en reconversion par arrêter de faire de la betterave à sucre qui devait être fait avec le cahier des charges bio suisse, mais était payé en conventionnel. Ah oui. Donc financièrement, c'était pas intéressant. On s'est dit, on est parti sur des cultures un peu plus faciles, je dirais. Donc, ce qui est céréales, c'est un peu, je rebondis sur ce que Jean-Yves a dit avant, hein, c'est juste, si vous vous lancez dans un nouveau système, que ce soit changement technique sur votre exploitation ou passage au bio, commencez par faire des cultures plus faciles que de tout de suite partir avec des légumes et des petites cultures difficiles à désherber ou mettre en place ou à suivre. Donc ça évite les déceptions. Faites-le par pas et n'hésitez pas. Donc de notre côté, les rotations ont vite changé parce que la demande, au début, on nous disait que du soja alimentaire, il y en avait assez. Tout d'un coup, il en fallait. Donc nous, on suit beaucoup plus le marché que ce qu'on le suivait avant. Et on essaye aussi de produire joliment, d'avoir une diversité de cultures sur l'exploitation pour pouvoir abreuver un peu tous les marchés. Ouais. Et ça complexifie le bio. Plus vous avez de culture, plus vous avez de soucis, quoi. C'est un peu comme le bétail, plus vous êtes bête, plus vous avez de problèmes. Enfin, c'est l'agriculture, quoi. Parce que du coup, tu dois trouver des débouchés absolument partout. Alors, on a des débouchés, ouais, tout à fait. Au début, on cherchait un peu des marchés, puis maintenant, on est plutôt à nous courir après pour des productions, parce que les gens ont vite
l'information qu'on pourrait y arriver chez nous. Ouais. Que ce soit au niveau altitude, hein, de nouveau, il y a des cultures qui ne se font pas partout, ou itinéraire technique. D'accord. Ouais. On parlait aussi du troisième pilier qui est la couverture du sol permanente. Est-ce qu'aujourd'hui, on y arrive vraiment? Est-ce que ça existe vraiment, un sol couvert en permanence en agriculture? Oui, on y arrive. On y arrive en associant, par exemple, une céréale avec un trèfle ou en revenant après avec une céréale. Oui, c'est possible. D'ailleurs, on évite d'avoir un gros couvert végétal puis après qu'il soit mort pendant tout l'hiver. Mais après, des fois, moi, ça arrive quand même une fois dans la rotation. Mais c'est vrai qu'on essaye au maximum. Ouais. Et puis, cette histoire de couvert, parce qu'on est quand même en train de dealer avec le vivant, finalement, est-ce que ça prend du temps à maîtriser ou tout pousse à partir du moment où c'est semé, point barre? Non, pas forcément. Non, c'est toujours un semis, donc c'est toujours délicat au départ. Et puis c'est vrai que oui, c'est un petit peu un deal avec la nature, de se dire est-ce que ça va passer, est-ce que la nature est d'accord avec mon système ou est-ce qu'elle est en opposition avec ce que je fais. Dans quel cas il faut qu'on évolue. Et toi, tu as dû trouver des espèces qui marchaient bien sur ton exploitation ou tu as dû trouver toi-même tes propres espèces? Alors, j'ai pas encore trouvé toutes les solutions et puis je suis pas toujours content de ce que je fais. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'attends plus aussi de la recherche qui va aussi dans le sens du vivant et puis qu'on puisse sélectionner des céréales ou des plantes qui vont bien dans un sol vivant. C'est vrai que du coup, là, on va parler des besoins. Qu'est-ce qu'il vous faudrait, si vous avez carte blanche illimitée, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour arriver à améliorer tous ces systèmes? Qu'est-ce qu'on a besoin en ce moment? C'est quoi les interrogations en agriculture de conservation? Alors, nous, on a un système un tout petit peu différent. On parlait d'un couvert permanent. En bio, je dirais, il y a un itinéraire qui est intéressant et qui vous couvre toute l'année sans que vous êtes dans un système déjà en place. C'est qu'on peut instaurer des sous-semis déjà début avril. Ouais. Et puis, ce que vous semez à ce moment-là, ça restera en place jusqu'au mois de mai. L'année d'après, vous arrivez avec un maïs. Donc là, on arrive pratiquement avec une année de prairie, entre guillemets. Donc, on a ce système-là, ou le système de faire des désherbages mécaniques superficiels dans des luzernes pour essayer de les freiner, et une implantation semi-directe derrière. Ouais. Et Janda, d'ailleurs, ces sous-semis, ça reste compliqué en agriculture conventionnelle, on va dire, à cause de la rémanence des produits, des céréales trop étouffantes? Alors, c'est un aspect qui est effectivement important, l'aspect de la rémanence, l'aspect de des cultures, enfin de certaines cultures qui étouffent un petit peu trop, qu'on ne connaît pas tous les paramètres. Je pense que c'est surtout cet aspect-là, c'est la méconnaissance, donc la recherche, elle a fait pas mal de travail et on a des données, mais on ne les a encore pas exploitées. C'est là qu'on a encore beaucoup à faire et puis c'est là où c'est plus la recherche se sent un peu moins concernée. Ils aimeraient plus que ce soit les exploitants qui fassent une partie du travail. Donc c'est là aussi que l'intérêt de ces groupes d'intérêt qu'on met en place, avec le problème aussi, les risques que prennent les agriculteurs et puis qu'il faut aussi assumer. Oui, il faut accompagner aussi les risques. Et puis aussi les risques financiers, donc il faut aussi qu'on trouve du financement par rapport à ça. Le temps aussi qui est investi, parce que tout ce que ne fait pas la recherche, c'est les agriculteurs qui l'investissent. Donc là aussi, il faut qu'on reconnaisse que ce travail soit reconnu, exactement. Et puis le travail aussi que les agriculteurs font en disséminant l'information, parce que c'est pas le tout de faire un essai puis d'observer quelque chose. Il faut encore le disséminer auprès de ses collègues et ça prend aussi beaucoup de temps et c'est aussi beaucoup de travail. Donc là, on a quelque part, on a à disposition beaucoup d'éléments qui sont connus ou un petit peu en partie connus, mais qui sont encore pas exploités parce qu'on n'a pas mis bout à bout certaines solutions. Là, je pense qu'on a encore un gros job. Je veux parler principalement au niveau de la connaissance, pas seulement des espèces qu'on utilise dans un couvert, mais par exemple des variétés. Donc trèfle blanc, trèfle rouge, ok, ça on connaît. Par contre, dans les trèfles blancs, il y a différents types de trèfles blancs qui sont en partie, qui ont été étudiés par exemple la recherche fourragère, avec évidemment d'autres objectifs qu'on a, mais qui ont aussi par exemple noté la précocité, la capacité à couvrir le sol, etc. Mais ça, il faut qu'on exploite plus quand on met en place les essais. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut apporter dans les groupes d'essais et qu'on va essayer de faire profiter aux exploitants. Oui,
Christian, Ouais, j'aimerais juste rebondir sur ce que Jean-Daniel a dit. Hein. C'est tout à fait intéressant. Nous, on a mis aussi en place des essais, juste pour un exemple, hein, pour imaginer la chose au sein du GIREP, c'est de trouver le sous-semis, que ce soit le trèfle rouge, trèfle blanc qu'on fait au printemps. Il doit rester en bas à la moisson, il doit nous laisser battre la culture de façon propre, sans amener d'humidité et de frais supplémentaires lors de la moisson. Et là, on manque énormément de recul dessus parce que, comme tu dis, c'est parti du fourrager, il faut faire la feuille, il faut faire des bonnes récoltes, des bons foins. Et puis, nous, on besoin que ça couvre en bas. Ouais, tout. Même typiquement des cultures qui seraient un peu plus pérennes que juste un trèfle, hein, qui resterait. Du moment qu'il reste en bas, à la limite, il vous dérange pas. Puisqu'il marche une année, ça marche pas l'année d'après. Donc, on est obligé de recommencer chaque fois presque. Alors justement, j'ai envie de vous poser une question au niveau de ça. C'est, là, on a eu un mois de mai à 30 degrés. Il y a beaucoup de changements. L'année dernière, on a eu des récoltes ultra pluvieuses. Est-ce que vous sentez le changement climatique? Est-ce que c'est compliqué dans ces formes d'agriculture où on doit beaucoup dealer avec le vivant? Ouais, alors si je peux me permettre, nous on a la chance d'avoir une exploitation qu'on peut irriguer, donc c'est pas très pertinent. Je vois en bio on sarcle pas mal, hein, chaque travail du sol où on casse un peu la capillarité, on peut économiser un petit peu d'humidité. Mais ce que je veux dire, c'est quand on a de ces années sèches, c'est là que les sous-semis ou les semis en été fonctionnent moins bien. Et puis ces semences qu'on doit acheter, elles ont un certain coût. Et puis c'est souvent là que ça se limite. Est-ce qu'on remet 100, 200 francs hectares pour essayer de couvrir, sachant que la mise en place est déjà un petit peu altérée par le climat. Puis c'est peut-être que si je disais il y a une dizaine d'années, on aurait moins réfléchi, on aurait semé, et puis on aurait eu des bons résultats par rapport aux dernières années. Ouais. Et toi, Jean-Yves, tu observes des changements à ce niveau-là? Oui, alors moi je pense que les défis qu'on a, c'est des défis majeurs. Donc on doit pouvoir, d'une part, capter l'eau, qu'elle descende rapidement dans le profil, et puis d'autre part, limiter l'évaporation, donc via les pailles. Et puis aussi, du coup, tout ce qu'on peut faire pour aider la matière organique nous aide à stocker de l'eau potentiellement. Donc c'est vraiment des approches, je pense qu'il faut qu'on découvre pour pouvoir nous prémunir le plus possible de ce qu'on va vivre ces prochaines années. Ouais, en gros, ce que tu dis, c'est que l'agriculture de conservation subit moins les conséquences des épisodes météorologiques un peu particuliers, plutôt que n'est une solution finalement. Oui, ça aide à temporiser avec le système. Ouais. On a peut-être encore un petit avantage en bio, hein, c'est aussi une des raisons qui nous a fait partir en bio dans la réflexion, c'est qu'en utilisant plus de produits, que ce soit des engrais minéraux ou des produits chimiques, on a des colonisations de mycorhizes, de champignons qui peuvent se mettre en place, qui se mettent en place assez rapidement et qui peuvent aussi venir aider à tamponner ces aléas climatiques, venir aider les plantes à trouver des alliés dans le sol liés par justement ces mycorhizes, que ce soit sous forme de mise à disposition de micro-éléments, etc., qui leur permettent peut-être de se déteindre au niveau stress hydrique un peu plus longtemps. Oui. Et puis c'est vrai que Janda, quand on a de la matière organique en surface, on a une meilleure rétention en eau, tout ça. Voilà, on a en permanence un mulch de surface, on a en permanence plus de vie, effectivement, comme les Christians, hein, beaucoup plus de mycorhizes, donc ça permet aux plantes d'être plus résistantes. En fait, quelque part, on vise des plantes en parfaite santé, des plantes qui sont en parfaite santé sont plus capables de résister au stress, que ce soit hydrique ou bien d'autres sources de stress également, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions. J'aimerais juste profiter du micro encore avant que j'oublie pour remercier deux personnes. Première, c'est Janda qui est ici présent. S'il n'était pas là, je ne serais sûrement pas présent non plus. Qui a cru dans le système, à l'agriculture de conservation depuis, même quand il était jeune, là il y a 20 ans, on en parlait déjà. Et puis Jacques Bussy, là, qui est dans le public. Salut, pionnier du SMI Direct, à qui on pouvait aussi téléphoner sans arrêt. Des fois, on avait un peu honte de le déranger tout le temps, mais toujours là pour nous répondre, pour nous conseiller. Merci à vous deux, quoi. Merci en tout cas à tous ceux qui ont voulu participer à ces échanges. Ok, du coup on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté, on espère que ça vous aura plu. Et le prochain épisode sera tourné à 15h et ce sera sur la betterave plantée, comment ne plus planter. Voilà un petit jeu de mots de ma facture. Je vous souhaite une bonne après-midi. Salut. Merci, bon après-midi.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler et à le diffuser autour de vous. En tout cas, ça nous fera très plaisir. Et en attendant le prochain qui sera donc sur la betterave plantée, je vous souhaite une belle journée.